Mesdames et messieurs, bonjour. Samedi 5 décembre 2020, il est 6h30 sur RTI1 et naturellement, c'est l'heure de vous informer. Les producteurs de cacao ivoiriens ont invité le Conseil Café et Cacao à une rencontre jeudi dernier à Yamoussoukro. Une rencontre pour tenter de comprendre les réticences de certains chocolatiers industriels et négociants pour la mise en œuvre du DRD. Entendez par là le différentiel de revenus décent aux producteurs. La prime spéciale leur permet de bénéficier d'un bonus de $400, soit environ 200 000 francs CFA par tonne de cacao produit. Au terme de la rencontre, les producteurs menacent de suspendre les programmes de durabilité et de certification. Les explications de Noël Gagnon. L'acteur le moins payé de la chaîne d'approvisionnement mondial du cacao est le producteur. Sur les 100 milliards de dollars que génère la filière cacao, seuls 6% reviennent aux producteurs. Pire, un producteur de cacao vit aujourd'hui avec 0,78 $ par jour. Une des pistes pour sortir de cette pauvreté selon les producteurs, c'est le DRD, le différentiel de revenus décent. Malheureusement, 2 mois après l'ouverture de la campagne, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Des informations à travers la presse concernant la réticence de certains industriels à la mise en œuvre du différentiel de revenus décent DRD. Voilà qui fonde cette mobilisation des productrices et producteurs venus des 13 zones de production de cacao de Côte d'Ivoire à l'hôtel de ville de Yamoussoukro. En face d'eux, les dirigeants du Conseil Café Cacao, le régulateur ivoirien. Objectif, ils veulent comprendre les tenants et les aboutissants de cet état de fait. Après 3 heures d'échange avec à la clé une concertation entre premiers responsables des fêtières et des organisations du secteur, les participants ont produit une déclaration dite « Déclaration de Yamoussoukro ». Invitons les industriels du cacao au respect de leur engagement à payer le DRD aux producteurs ivoiriens et ghanéens. 2. La suspension de notre collaboration autour des programmes de durabilité et de certification en cas de non-application du DRD. 3. Le boycott des activités de tout industriel de cacao opposé au DRD en Côte d'Ivoire. 4. Le soutien des producteurs ivoiriens au Conseil du Café Cacao et au Ghana Cocoa Board pour toute initiative d'application du DRD. La mise en place d'un comité de suivi du DRD par les producteurs ivoiriens et ghanéens. Pour information, le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est plus de 100% de l'offre mondiale et produisent les fèves les plus prisées par l'industrie chocolatière. Au Ghana, à quelques heures de la fin de la campagne électorale qui s'achève ce samedi, les candidats à la présidentielle sont au contact des populations. Des meetings se tiennent dans tout le pays pour tenter de convaincre les électeurs. Et tout est en compte de la cartographie électorale. Quels sont les bastions du parti au pouvoir, le NPP, et quels sont les fiefs du principal parti de l'opposition, le NDC? Où est-ce que les autres candidats piochent-ils leurs électeurs? Des éléments de réponse dans ce reportage avec nos envoyés spéciaux à Accra, Michel Diré et Barnabé Conan. À quelques heures de la fin de la campagne électorale, le mercure monte d'un cran sur le territoire ghanéen. La région de la Volta reste le bastion du NDC, principal parti d'opposition, tandis que la région Ashanti est le fief du NPP, parti au pouvoir. Les 2 régions les plus imprévisibles sont celles du Grand Accra et du centre. À elles seules, ces 2 localités constituent le quart de la population électorale des 16 régions. À majorité intellectuelle, ces électeurs votent en fonction d'un projet de société et c'est ici que les 12 candidats se disputent l'électorat. Pour le scrutin de lundi, il ne s'agira pas de faire des histoires, mais plutôt d'exprimer son droit de vote. Allez élire le candidat de votre choix.
Ce que le peuple recherche, ce sont des barrages hydrauliques capables de produire de l'eau toute l'année pour irriguer les plantations et approvisionner les populations. Il est temps que notre nation se lève pour entrer dans une nouvelle ère d'espoir et de justice. Nous voulons le changement, nous sommes fatigués, nous avons beaucoup d'idées que nous voulons mettre en pratique, notamment dans le domaine de l'éducation. Les populations, elles, ne souhaitent que la paix et le développement pour leur pays. On veut un président qui tient des promesses et qui les réalise. Ce lundi 7 décembre, un peu plus de 17 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour choisir celui qui présidera aux destinées de ce pays pour les 4 années à venir. Il s'agira également d'une élection législative. 275 sièges sont à pourvoir au Parlement ghanéen. Merci Michel Digré. Retour chez nous, le RHDP répond au premier secrétaire du Parti socialiste français, Olivier Faure. Ce dernier avait appelé Jean-Yves Le Drian à exercer des pressions directes sur le président Alassane Ouattara, dont il conteste la légitimité de son élection. Une sortie jugée maladroite par les instances du RHDP. On écoute à cet effet son principal porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani. À travers son courrier, M. Olivier Faure invitait sans aucune pudeur M. Yves Le Drian à exercer des pressions directes sur le président Alassane Ouattara, dont il conteste la légitimité de sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire, afin de le contraindre à libérer immédiatement tous les dirigeants de l'opposition interpellés suite à la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel au lendemain de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Au regard du contenu de ce courrier particulièrement orienté, partisan et manifestement guidé par des destins obscurs et inavoués, le RHDP voudrait marquer sa plus vive indignation, car le Parti socialiste ne peut pas s'ériger en avocat du diable en défendant l'indéfendable. Il ne peut pas non plus cautionner l'inacceptable, c'est-à-dire la cause de ceux qui ont ouvertement et publiquement décidé de s'attaquer à la démocratie et au suffrage populaire, en tentant par tous les moyens d'empêcher la tenue d'un scrutin démocratique. En tout état de cause, que M. Olivier Faure sache que la Côte d'Ivoire, sous le président Alassane Ouattara, a changé. Le pays avance. Il n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire des années 2000. Nous invitons M. Faure à faire un tour à Abidjan pour constater la merveilleuse métamorphose, une capitale en plein essor, à l'instar de tout le pays. En tant que libéral, le président Alassane Ouattara a fait du social et de la paix son cheval de bataille. Nous avons pour preuve les importantes ressources allouées pour soutenir des projets allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, de la promotion de l'emploi jeune et de l'autonomisation des femmes. Nous invitons par conséquent le Parti socialiste français à changer les lunettes avec lesquelles il scrute l'actualité ivoirienne s'il veut voir les choses plus clairement.
Toujours dans l'actualité politique, en Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a obtenu hier vendredi ses passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique, qui ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'État de Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien n'avait plus ses documents depuis son arrestation en 2011. Laurent Gbagbo estime que l'obtention de ses passeports est un acte d'apaisement de la part des autorités. Autre chose à présent, 389 assistants et attachés de recherche vont bientôt intégrer le système de l'enseignement supérieur. Mais avant leur recrutement à la fonction publique, leurs dossiers de candidature sont analysés par la session conjointe de la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur et du Comité national scientifique. Les travaux, qui vont durer 2 jours, se tiennent à l'université Félix Houphouët-Boigny et sont pilotés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Amélioration de la qualité du système de pédagogie. C'est l'ambition affichée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour y parvenir, ce ministère a identifié des priorités au nombre desquelles le recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs et chercheurs. C'est dans cette optique que le ministre Adama Diawara a validé les besoins exprimés par les universités publiques, grandes écoles publiques, instituts et centres de recherche. Il y a eu une sélection préalable qui a été faite dans ces gens qui seront exposés ce matin. C'est ce qui nous donne pour cette session. Et je pense qu'il y aura une deuxième session. Cette session, 389 postes à pourvoir pour les assistants de l'enseignement supérieur, 314, 47 pour les attachés de recherche et 28 pour les assistants. À l'issue de 2 jours d'analyse de dossiers, les assistants et les attachés de recherche remplissant les conditions requises seront connus. Et donc, une fois ici que c'est validé par la commission, les dossiers sont dossiers fonction publique cette fois-ci. Elles sont produits par les candidats retenus dans les structures qui les transmettent à la direction des ressources humaines, qui les transmettent ensuite à la fonction publique. Et c'est la fonction publique qui procède réellement au recrutement de ces nouveaux assistants, de ces nouveaux attachés de recherche et ces nouveaux assistants chefs de cabinet à la fonction publique comme fonctionnaires. Ce recrutement est fait sur la base de la rationalisation des ressources humaines et de la meilleure utilisation des postes budgétaires disponibles. Le processus s'est effectué à travers la plateforme de gestion des ressources humaines du système du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dénommé Système de gestion des ressources humaines, SIG-RH. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a échangé avec le Conseil national des droits de l'homme. Au cœur des échanges, la situation des droits de l'homme dans notre pays et les actions sur le terrain du CNDH. Éric Goré. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire au grand complet dans les locaux du Conseil national des droits de l'homme. Ses ambassadeurs échangent avec la présidente du CNDH sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Face à cette diplomate, Namizata Sangaré a fait un exposé de 2 heures d'horloge. Nous avons mis en place un observatoire pour le respect des droits de l'homme en période électorale. Nous avons fait une campagne de sensibilisation à la suite d'une formation de 66 rois et chefs traditionnels grâce à l'appui financier et technique du programme des Nations Unies, à Yamoussoukro. Un tour d'horizon sur les droits civils et politiques en Côte d'Ivoire, avant d'évoquer les visites régulières de son institution aux détenus arrêtés pour les manifestations liées à la désobéissance civile. Je vois les détenus et contrairement à ce qui est dit, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir d'être en prison, mais ils se portent physiquement bien. Namizata Sangaré reconnaît les dégâts énormes créés par ces violences. Cependant, la présidente du CNDH continue d'œuvrer pour la libération de ces détenus. Concernant l'élection du 31 octobre dernier, la première responsable du CNDH note que ce scrutin est acceptable au regard des tests et du droit de vote exercé par les citoyens ivoiriens. À la fin de la rencontre,
Les participants saluent l'initiative. Il y a une valeur ajoutée. On nous a expliqué quelles étaient les démarches concrètes du Conseil national des droits de l'homme et nous avons eu certaines réponses sur les questions que nous avons posées. Et de toute façon, c'est un dialogue qui continue. Nous avons eu cette réunion, mais nous avons l'occasion aussi d'échanger de façon plus informelle et bilatérale. Et donc cela a été très enrichissant et cela continuera de l'être dans le futur. Autre chose à présent, sinon place à présent l'actualité internationale. Le président tunisien Kais Saied a appelé à fournir davantage de soutien financier et logistique onusien aux opérations de renforcement de la paix assurées par l'Union africaine. Dans une intervention à distance face au Conseil de sécurité des Nations Unies diffusée par la présidence de la République tunisienne, il a souligné la complexité de la situation en Afrique. Kais Saied a exigé l'accélération du développement des relations de coopération et de complémentarité entre l'ONU et l'Union africaine, favorisant aux peuples africains des mécanismes conjoints afin de relever les défis de la stabilité et de la sécurité sur le continent. Et puis, hors du continent africain, le Pentagone a annoncé vendredi que le président Donald Trump avait ordonné de retirer la majorité des forces militaires américaines de Somalie d'ici le début de l'année 2021. À la suite de cette décision, certaines forces pourraient être réaffectées en dehors de l'Afrique de l'Est. Toutefois, les forces restantes seront repositionnées vers la Somalie, vers les pays voisins, afin de permettre des opérations transfrontalières, à la fois de forces américaines et de forces partenaires, pour maintenir la pression sur les organisations extrémistes violentes opérant en Somalie, a dit le communiqué. Les États-Unis compteraient à ce jour environ 700 soldats stationnés en Somalie pour aider les forces locales contre les islamistes Shebab. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci.